du 7 au 9 à Lomé, une conférence de la francophonie. C'est la 17e conférence des présidents d'assemblée de section de la région Afrique de la francophonie qui se tient à Lomé, je pense au niveau de l'Assemblée nationale, avec pour thème la promotion de la démocratie et de l'état de droit. Donc, vous aurez des parlementaires africains qui vont arriver d'une vingtaine de pays francophones pour se réunir au Togo du 7 au 9 avril prochain pour parler de la démocratie, de la promotion de la démocratie et de l'état de droit. Est-ce que nous sommes en démocratie au Togo? Est-ce qu'il y a l'état de droit au Togo? À chacun d'en juger. Mais il y a des compatriotes qui ont lancé des actions de sensibilisation de tous ces parlementaires qui vont arriver au Togo, à l'image de ce qui avait été fait par le passé. Et donc, il y a un message qui est un message unique qu'il faut envoyer à une vingtaine d'adresses qui ont été sélectionnées, des adresses de ceux qui sont censés participer à cette conférence-là. Et il faut que, autant que nous sommes, ça c'est des gestes, c'est pas, on ne vous demande pas d'aller dans la rue, d'aller manifester, au moins vous pouvez envoyer des messages pour dire à ces parlementaires qui arrivent au Togo que le Togo n'est pas un pays démocratique, le Togo n'est pas un état de droit pour telle raison. Le Togo n'est pas un état de droit parce que Mme Nyakadé est séquestrée, est dans un lieu de détention arbitraire. Et le Togo n'est pas un état de droit parce que Jean-Paul Omolo fait 5 ans de détention préventive, il est malade, il n'a même pas accès aux soins. Le Togo n'est pas un état de droit, n'est pas une démocratie parce qu'on a modifié les constitutions sans demander l'avis des Togolais. Le Togo n'est pas un état de droit, ce n'est pas une démocratie parce qu'on tue les manifestants, on tue les enfants, on tue les jeunes, on refuse de rendre justice aux gens. Et donc, les images que vous avez, ça c'est le message modèle, le message typique que vous allez envoyer à ces adresses-là. On va passer les adresses tout à l'heure. Et donc, vous bombardez massivement les mails de ces gens-là, les images de répression des manifestations. Si vous avez des rapports, les gens qui ont été tués il y a l'année dernière dans les manifestations, vous envoyez tout ça à ces gens-là pour leur dire le pays dans lequel ils viennent pour parler de démocratie, c'est un pays dans lequel on torture les gens, on emprisonne ceux qui ont la liberté d'expression, on empêche les partis politiques d'organiser des manifestations ou de faire des activités sur l'ensemble du territoire. Vous inondez leur messagerie. Et donc, voilà les adresses. Ça, c'était le message qui était passé. Maintenant, c'est les adresses de ceux qui arrivent là. Et vous pouvez trouver tous ces éléments-là sur aussi la page de Fleurline et de nos frères de M66, Kodjovito Guin, Togbe VPC, Zagabambo et Mokonzi, plus d'autres personnes qui ont relayé toutes ces adresses-là, ces informations. Vous pouvez retrouver les mails et envoyer les messages. Ça, c'est un travail d'information, mais en même temps de harcèlement, de dire aux gens, écoutez, vous arrivez dans un pays qui n'est ni démocratique, qui n'est ni un état de droit. Voilà les raisons. Et si vous avez des images, des répressions, tout ça, vous leur envoyez. Et si malgré tout, ils viennent, on aura fait quand même notre part, on prendra le temps de les informer. Voilà. Et donc, vous pouvez retrouver tous ces coordonnées, la lettre modèle et les coordonnées sur les pages des compatriotes que je viens de citer. Merci à vous tous pour votre attention. Alors, il y a quoi encore? Alors, on va entamer la première partie de ce live. Ce live ne va pas trop durer, peut-être 1h, 1h30. On va parler des inondations. On a tous vu l'état dans lequel se trouve aujourd'hui notre pays, et particulièrement la ville de Lomé, notre capitale qui a les pieds dans l'eau, et cela fait au moins plus d'une vingtaine d'années que le phénomène dure, où quand il pleut, tous les quartiers, avant ce n'était pas tous les quartiers, mais aujourd'hui c'est pratiquement tous les quartiers qui sont inondés, sauf les quartiers de la minorité, donc que ce soit les quartiers qui sont le long de la lagune, au niveau de la côte, les quartiers qui sont sur le plateau de Tokoin jusqu'à Agoué, à Didogome et tout ça, tous nos compatriotes ont les pieds dans l'eau.
Et c'est une situation inconfortable que vivent nos frères, nos soeurs, nos mamans, nos grands-mamans, les vieux, les femmes enceintes, tout ça. Les gens ne peuvent plus dormir dans leur maison et on n'est qu'au début de la saison pluvieuse. Et pourtant, on a mis beaucoup d'argent dans cette affaire pour régler le problème d'inondation. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est Faure Gnassingbé qui a eu à le dire il y a quelques années. Il a dit que la Banque mondiale a débloqué beaucoup d'argent pour régler le problème d'inondation au Togo et que l'inondation au Togo relève du passé et que les problèmes ont été réglés au niveau de la ville de Lomé. Et donc, on va écouter cette déclaration de Faure Gnassingbé quand il parlait des inondations. C'était en marge, je pense, du sommet de la COP 21 à Paris. On écoute Faure Gnassingbé. Pour ceux qui connaissent Lomé, chaque année, à chaque saison des pluies, il y avait des sinistrés. Il y avait des inondations, il y avait des victimes. Et grâce à un programme de la Banque mondiale, qui est un programme d'urgence de construction d'assainissement, depuis 3 ans, nous nous préparons parce qu'on a construit des bassins de construction, parce qu'on a assaini, on a construit de grosses canalisations. Aujourd'hui, nous n'avons plus ce genre d'inondation. On peut reprendre cette vidéo, s'il vous plaît. Pour ceux qui connaissent Lomé, chaque année, à chaque saison des pluies, il y avait des sinistrés. Il y avait des inondations, il y avait des victimes. Et grâce à un programme de la Banque mondiale, qui est un programme d'urgence de construction d'assainissement, depuis 3 ans, nous nous préparons parce qu'on a construit des bassins de construction, parce qu'on a assaini, on a construit de grosses canalisations. Aujourd'hui, nous n'avons plus ce genre d'inondation à Lomé. Alors, je pense que cette vidéo date d'une dizaine d'années. Il dit que le problème est réglé, qu'aujourd'hui, on n'a plus ce genre d'inondation à Lomé. Maintenant, nous allons regarder Lomé avec les dernières pluies. On va parcourir la ville de Lomé avec les dernières pluies. On va parcourir la ville de Lomé ensemble avec vous. Nous sommes au niveau de l'aéroport. Ça, c'est l'aéroport. Ça, c'est la clôture de l'aéroport. Et cette rue qui donne accès à l'aéroport est pratiquement devenue une rivière. On dirait un fleuve qui circule. Ça veut dire que les canalisations dont M. Faure Gnassingbé a parlé tout à l'heure n'existent pas, même dans la zone de l'aéroport. Et ça, c'est une route. Quand un étranger arrive au Togo, il descend de l'avion, la route qu'il prend pour rentrer à Lomé, voici l'état dans lequel se trouve cette route-là. Si jamais il a plu, c'est ce qui accueille l'étranger. Donc ça, c'est les faits. On prend les faits, on compare les discours de Faure Gnassingbé aux faits. Ça, c'est les faits. Et donc, ça, c'est l'aéroport, la porte d'entrée d'un pays. Ça, c'est la porte d'entrée d'un pays. Ça, c'est l'aéroport. À supposer que de hautes personnalités arrivent au Togo cette nuit-là où il a plu et que les gens devaient rentrer à leur hôtel. Voilà la route sur laquelle ils doivent circuler pour rentrer chez eux. Ça, c'est à l'aéroport. Vous vous rappelez que il y a 7 ou 8 ans, j'avais dénoncé des inondations à l'aéroport de Lomé dans une émission et dans un article. Et à l'époque, le directeur de la salle, c'était M. Nyamalata. Il a attendu 3 jours après pour amener des journalistes quand l'eau s'est retirée pour montrer qu'il n'y avait pas d'inondation et que je racontais tout et n'importe quoi. Et ça, c'est l'aéroport. Donc, on construit un aéroport. Et ça, nous sommes à 300 mètres, 500 mètres de la lagune. C'est-à-dire, ici, on aurait pu canaliser facilement l'eau parce que la lagune est en contrebas. Ça, nous sommes à l'aéroport et la lagune est juste au bas. Après Amina ou Nina, c'est la lagune. Donc, si on avait fait de grosses canalisations, l'eau que vous voyez là allait rejoindre facilement la lagune et puis l'eau va partir. Et ça, nous sommes en hauteur. La lagune est en contrebas. Et ça, vous voyez ce que ça se passe ici. Donc, ça, c'est Lomé, ça. Donc, et ça, c'est le marché des Dranawé. Le marché des Dranawé, je reviendrai là-dessus, mais on va voir les images ensemble. Le marché des Dranawé. Et ici, nous sommes toujours à Lomé. Et là, on est à quoi? À 500 mètres de la résidence de Faure. C'est-à-dire le marché des Dranawé est à 500 mètres de la résidence de Faure Gnassingbé, Lomé 2. Et est à 1 kilomètre de la présidence. Et Faure Gnassingbé
passent devant ce marché chaque jour, parfois 2 fois par jour, pour aller à l'aéroport. Par rapport à ces nombreux voyages, ils passent devant le marché de Djiranawe pour aller à l'aéroport 2 fois parfois par jour, et pratiquement dans la semaine, au moins 1 fois. Et voilà l'état du marché de Djiranawe. Nous sommes en pleine capitale, à 500 mètres du lieu d'habitation du président du conseil des ministres ou bien du PC Faure Gnassingbé. Nous sommes à 1 kilomètre de la résidence du palais présidentiel. Voilà à quoi ressemble le marché, l'un des plus grands marchés au Togo. À Daoulato c'est pareil, à Tipodi c'est pareil, mais ici nous sommes à Djiranawe. Et pourquoi on en est arrivé là? On en est arrivé là parce que il y a une dame, je vais la montrer plus tard, qui est directrice de l'EPAM, donc commissaire de police, qui a trouvé la merveilleuse idée de construire un bassin de rétention au cœur du marché. Alors que la route qui passe devant le marché de Djiranawe a prévu des canalisations. Il suffisait de faire des avaloirs et de joindre, de faire une canalisation, des eaux pluviales et de les joindre avec la canalisation qui est sous la route qui va vers le contournement, et puis l'eau est partie. Mais elle n'a pas réfléchi à ça. Elle s'est dit, qu'est-ce qu'on fait de façon, je ne sais pas, cela lui est passé par la tête. Donc elle a décidé de construire un bassin de rétention au cœur d'un marché. Vous imaginez ça? Construire un bassin de rétention au cœur d'un marché. Et donc, depuis qu'on a construit le bassin de rétention dans le marché de Djiranawe, tout le marché est inondé. Dès qu'il pleut, tout le marché est inondé. Et ça, c'est les œuvres de celle qui est la directrice de l'EPAM. Et ce marché de construction de la rétention d'eau, il faut voir à qui ils ont remis le marché. Donc, nous sommes ici à Djiranawe, et je reviendrai sur cette dame tout à l'heure. Voilà, ça c'est... Et ce marché-là, il est à 500 mètres de la résidence de Faure Gnassingbé. Il ne peut pas dire qu'il n'est pas au courant. Et il y a de cela quelques années, on avait déjà écrit des articles sur ce marché-là, avec les mêmes images. 2019, 2017, ça dit il y a longtemps qu'on dénonce le phénomène. Je vous passerai tout à l'heure la une de ces journaux quand on avait écrit les articles. On continue. Ici, nous sommes à Péhénou. Ici, ça c'est un fleuve au cœur de la ville de Lomé. Un fleuve artificiel. Nous sommes à Péhénou ici. Ici, nous sommes au niveau du boulevard circulaire, ou du 13 janvier. Donc la route qui va vers Akore-Sewa. Ce chantier, soi-disant, avait été attribué à une société, je ne sais pas si c'est Soruba, je ne sais pas quoi. Ils ont essayé de dégager les riverains, ils n'ont jamais commencé le chantier. Ça fait partie des chantiers abandonnés au cœur de la ville de Lomé. Nous sommes à Péhénou. Ça, c'est un fleuve au cœur de la ville de Lomé. C'est carrément un fleuve. C'est un fleuve. Et tous ceux qui connaissaient ces bâtiments-là, je pense qu'il y a eu, je ne sais pas si c'est Exigis, il y a eu une école de BTS et SIBA là, dans ce bâtiment. Il y a eu d'autres bâtiments. Et il y a le commissariat du 3e arrondissement qui est là-bas. Et puis, voilà. Donc, au cœur de la ville de Lomé, à Péhénou, nous avons un fleuve. Je ne sais pas comment il faut le bâtir, si c'est le Mono 2, Mono 3. Voilà, c'est un fleuve. Et ici aussi, nous sommes en début d'année de saison pluvieuse. Et donc, les populations qui sont là-bas, les riverains, ils vont vivre l'enfer jusqu'au mois de juillet et août. Ils vont vivre l'enfer. Et donc, voilà. Et s'il y a une autre image aussi, il faut la passer. Voilà comment les gens circulent à Lomé maintenant. Voilà comment les gens circulent à Lomé. Donc c'est une ville lacustre. Nous avons la Venise du Togo. Lomé est devenue la Venise de l'Afrique de l'Ouest. Ce n'est pas Gambier, mais c'est devenu quand même la Venise. Et donc les gens se déplacent comme des batraciens. Donc les gens improvisent les moyens de déplacement. Donc notre ami Rasta là, il se déplace dans son quartier, il est à l'aise, il a improvisé un radeau. C'est pas le radeau de la Méduse quand même, mais il a improvisé un radeau. Donc, il
circule dans le quartier, hein, il fait son petit malin, donc avec son radeau, et peut-être ce radeau va l'entraîner jusqu'à l'embouchure de la mer. Donc le gars il est tranquille, il circule à Lomé. Nous sommes au cœur de la capitale, hein. Ici je pense que ça doit être Codevia Kopé ou Niconakwe. Donc le gars il est sorti, il a pris son truc et puis bon voilà, il circule tranquillement. Et voilà, je ne sais pas si ces images-là rendent fier quelqu'un au Togo. Donc le gars il est tranquille quoi, ça donne des idées. Hein. Donc on met une pirogue, un radeau, on fabrique quelque chose, on improvise et puis bon, on circule dans la capitale. Et tous les quartiers au Togo sont comme ça. Tous les quartiers aujourd'hui à Lomé sont comme ça. Aucun quartier n'est épargné. Aucun. Nous avons une capitale où 80% des rues ne sont pas goudronnées, ne sont pas pavées. Une capitale, c'est d'ailleurs la seule aujourd'hui en Afrique de l'Ouest où 80% dans une capitale, des rues de la capitale ne sont pas goudronnées, ne sont pas pavées. Il n'y a pas d'assainissement, il n'y a rien du tout. D'autres images, voilà une autre aussi. Bon, l'autre il est arrivé à bon port, le second a pris, c'est aussi un autre rasta. Je pense qu'il faut mettre un péage là-bas pour prendre 50 francs à ce radeau-là. Il faut mettre un péage. Si jamais Safer les voit, Safer va mettre un péage sur l'eau là-bas. Et puis ils vont payer, le gars va payer 50 francs avant de passer. Donc Safer va mettre un péage. Et ces images-là que vous voyez, il y a longtemps qu'on en parle. Je vais vous montrer la une de nos journaux. Et des journaux, pas nous seuls, il y a d'autres confrères. Chaque fois qu'il y a des inondations, chaque année, on en parle. Voilà la une de ce journal qui date, je pense, de 2017, où on disait les grands travaux de Fort Gnassingbé prennent de l'eau. Voilà, le titre était emblématique. Les grands travaux de Fort Gnassingbé prennent de l'eau. Et donc, on avait titré rencontres, témoignages, échanges, descente dans les quartiers qui vivent l'apocalypse depuis plusieurs jours. Et donc, ça, c'est depuis, je pense, 2017-2019. Et avant ça, il y a eu d'autres articles, d'autres journaux ont relayé les inondations. Et si on avait un pouvoir responsable, un pouvoir qui a vraiment le souci d'assainir le cadre de vie des Togolais, il y a longtemps que des mesures idoines seront prises. Donc, depuis ces années jusqu'à ce jour, le phénomène s'amplifie et l'État n'a aucune solution. On va voir les marchés de Djiranawe et d'Adaoulato ou d'Atipodi. C'est pareil. Et c'est pareil aussi. Voilà les marchés de Djiranawe et le marché de Adaoulato. Et quand vous allez aujourd'hui dans les mêmes marchés, c'est pareil. Ces images-là datent de 2017. Nous avons fait des articles, interpellé les responsables. Mais personne ne réagit. Donc, aujourd'hui, quand vous voyez les conditions dans lesquelles les Togolais vivent, parce que toutes les eaux que vous voyez là, ce sont des eaux qui charrient les déchets humains, les déchets des animaux, les eaux usées, tout ce qui est c'est du poison. Et les quartiers dans lesquels les gens sont inondés aujourd'hui, c'est des quartiers qui n'ont pas généralement de l'eau potable. Vous voyez les quartiers, les vieux quartiers de Lomé, les gens sont encore au puits, et les puits ne sont pas profonds. Donc, tous ces déchets-là s'infiltrent dans la nappe et ça se retrouve dans les puits et les gens boivent tout ça. C'est les maladies, c'est je sais pas, c'est le choléra, c'est la fièvre typhoïde, c'est toutes les maladies. Et donc, vous allez voir qu'il y a un taux de mortalité de plus en plus élevé aujourd'hui à Lomé. Les personnes âgées, les femmes enceintes, les jeunes filles, même les femmes avec les toilettes intimes, elles puissent de l'eau dans les puits pour faire leurs toilettes intimes, donc elles sont infectées. Donc voilà le pays dans lequel nous sommes aujourd'hui. Quel dirigeant peut dire qu'il est fier de voir une capitale comme ça? Voilà Lomé. Et tous les quartiers sont comme ça. Tous les quartiers sont pareils. Ça c'est un signe de déliquescence totale d'un État. C'est une faillite totale d'un État. Et ça ne dit rien à personne. Ça ne dit absolument rien à personne. C'est la faillite de 20 ans de gouvernance. Et peut-être un peu plus. Mais on a les voisins qui sont à l'est là-bas. On les prend toujours comme exemple. Ils sont arrivés, Cotonou vivait aussi les mêmes situations. Mais la Banque mondiale aussi au Bénin a débloqué de l'argent. Mais quand Talon a pris les bonnes décisions, il a réglé en partie le problème. Je ne dis pas que la ville de Cotonou n'est pas aujourd'hui soumis aux aléas de la nature, mais ils ont réglé en grande partie le problème en faisant de grosses canalisations, des égouts qui drainent l'eau partout. Mais au Togo,
la situation s'aggrave. Et aujourd'hui, les gens dans certains quartiers, l'eau ne s'est pas encore retirée alors que je vous parle. Et d'autres plus s'annoncent. Et ça va être ainsi toute la saison pluvieuse. Donc, les enfants auront des difficultés à aller à l'école. L'économie informelle va être impactée parce que les marchés seront inondés. Le bord des routes où les femmes vendent seront inondés. Les gens seront malades parce que c'est les maladies. Les moustiques, les crapauds, tout ça. Et vous avez beaucoup de quartiers à Lomé où les gens n'ont pas de WC, où les gens ont les WC à l'ancienne, où les puisards ne sont pas vraiment scellés. Et quand il y a un peu d'eau, les cafards et les déchets se retrouvent à la surface. Et tout ça, ça circule. C'est des trucs de contamination extrêmement graves. Ça, c'est une capitale, ça. C'est une capitale. Et je ne vois pas qui peut être fier de dire que Lomé, aujourd'hui, est un cadre de vie agréable pour nous. Et voilà. Et donc, face à cette situation-là, l'État qui a démissionné, parce que tout ça, c'est le fruit de la corruption. Le fruit de la corruption, des travaux mal effectués, de manque de vision et de manque de volonté politique. Alors, qu'est-ce qu'on fait? La seule chose qu'on peut faire, c'est que le ministre de l'administration territoriale convoque les maires. On va voir les images. Le ministre de l'administration convoque les maires pour leur dire, voilà le ministre de l'administration territoriale, monsieur Awateo Dabalo, avec madame Kassa, gouverneur du grand district autonome de Lomé. Et madame Kassa que vous voyez là, elle était précédemment ministre des Travaux publics. C'est-à-dire que quand on cherche les responsables de cette situation calamiteuse, cette dame qui est assise là-bas, elle en est quelque part responsable. Parce que c'est eux qui attribuaient les marchés de façon aléatoire aux gens, aux entreprises véreuses, aux entreprises qui n'ont pas la qualité et qui recevaient des commissions sur les marchés, tout ça. Les bassins de rétention qu'on a creusés un peu partout avec des surfacturations, des avenants et tout ça. Et donc, cette dame-là, madame Kassa, elle vient s'asseoir aux côtés du ministre pour parler avec les maires, alors que c'est eux qui sont responsables de ce problème-là. On va voir la dame de l'EPAM. Elle est aussi dans la photo. Voilà madame la commissaire de l'EPAM. Voilà, elle est à l'EPAM et c'est leur rôle, c'est de cotiser l'argent au grand marché de Lomé. Eux, ils ne font aucun effort, c'est juste de cotiser l'argent. Et l'argent qu'ils cotisent, les centaines de millions qu'ils cotisent au grand marché de Lomé, au grand marché de Dranaway et les marchés secondaires qui sont sous l'autorité de l'EPAM, ils sont incapables de faire l'assainissement de nos marchés. Quand tu vas tout à l'heure à Tipodi, c'est la boue partout. Les femmes sont dans la boue. Partout, les femmes vendent dans la boue. Mais eux, chaque 3 mois, ils font le conseil d'administration de l'EPAM, ils font des réunions avec le ministre Awate, avec le gouverneur, avec leurs collaborateurs. Ils se partagent 40 millions, 50 millions, 40 millions, 50 millions, chaque 3 mois. Et ils ont investi dans l'immobilier, ils ont conçu des maisons un peu partout. Chaque 3 mois, l'argent qu'eux prennent au grand marché de Lomé, ils dégagent leur part. Donc, ils prennent 30 millions, 40 millions, ils se partagent, ils partagent les bons d'essence. C'est l'EPAM qui achète les boissons pour le frigo du ministre de l'administration territoriale, qui met le champagne dans le frigo du ministre de l'administration territoriale. Si le ministre de l'administration territoriale veut voyager, c'est l'EPAM qui lui donne des bons d'essence. Et pourtant, le ministre a déjà sa dotation de ministre. Et donc, les marchés sont délaissés, abandonnés. Et c'est cette dame-là qui a construit la retenue de comment on appelle ça, cette retenue d'eau au niveau du grand marché de Dranaway. Donc, elle vient s'asseoir pour parler avec le ministre des questions d'inondation. Alors que c'est elle aussi, elle est en partie responsable de l'inondation du marché de Dranaway, puisque c'est elle qui a conçu la retenue d'eau là-bas, dans le marché, au cœur du marché. Et pourtant, ceux qui ont conçu la route qui passe devant le marché de Dranaway ont prévu des canalisations pour évacuer l'eau. Et l'autre, la seule solution la plus facile qu'elle a trouvée, c'est de construire une retenue d'eau au cœur du marché de Dranaway. Et ces gens-là, c'est eux qui viennent s'asseoir maintenant aux côtés des maires pour soi-disant trouver des solutions. Alors, qu'est-ce que les maires peuvent faire dans cette histoire-là? Les maires ne sont en rien responsables. Moi, je raisonne à la décharge des maires. Les maires ne sont en rien responsables. Parce que la situation de la ville de Lomé, le plan directeur, le plan d'assainissement ne relève pas des mairies. Cela relève de l'État central, du ministère de l'urbanisme, du ministère de l'environnement, du ministère de je ne sais quoi, et tous des travaux publics.
ce n'est pas les mairies qui n'ont d'ailleurs pas de moyens qui vont s'occuper de l'assainissement de la ville de Lomé. Tout au plus, les mairies peuvent curer des caniveaux, balayer des rues, changer quelques feux tricolores. Leur rôle s'arrête là. Donc, vous voyez comment est-ce qu'ils font de la diversion. Donc, ils ont convoqué les maires, comme si c'est les maires qui devaient trouver des solutions aux dégâts qu'eux-mêmes ils ont provoqués. Donc, ils ont fait de la com et les gens disent, ah oui, le ministre a convoqué les maires pour parler des inondations. Et où est le ministre de l'urbanisme dans cette réunion? On ne voit pas le ministre de l'urbanisme. Normalement, ce ne sont pas les maires qu'il faut convoquer. C'est les architectes, c'est les urbanistes, c'est les géographes, c'est les topographes, c'est les experts que le ministre doit convoquer. Et ce n'est pas le ministre de l'administration qui devait les convoquer. C'est les ingénieurs qu'on doit convoquer. C'est le ministre de l'urbanisme qui doit faire cette réunion-là. Donc, les maires, là, on veut juste les exposer parce que eux, ils ont des petits budgets, ils ne peuvent absolument rien faire. La seule chose que les maires peuvent faire, c'est ce que j'ai dit tantôt, l'autre chose que les maires peuvent faire, c'est de faire de la prévention. C'est de construire un peu quelques gymnases pour loger provisoirement les personnes vulnérables, les personnes âgées, les femmes enceintes, les vieilles, dont les maisons sont inondées. On peut les loger dans des gymnases, bon, pas des gymnases à l'européenne, on peut construire des entrepôts qu'on aménage pour mettre les gens à l'abri provisoirement, et une fois que l'eau se serait retirée, ces gens-là vont retourner dans leur maison. Ça, les mairies peuvent le faire. Encore faut-il qu'ils aient le budget. Et qu'ils aient aussi l'espace. Parce qu'il n'y a pas d'espace à Lomé. Toutes les réserves ont été vandalisées, ont été vendues. Donc les maires n'ont même pas les moyens de construire aujourd'hui des petits gymnases pour abriter les gens qui sont devenus des réfugiés climatiques dans leur propre pays et dans leur maison. Donc, ces situations-là, les Togolais vont la vivre jusqu'au mois d'août. Parce que la saison de pluie ne fait que commencer. Et dans tous les quartiers, c'est pareil. Il y a des établissements scolaires qui ne sont même plus accessibles aux élèves. Comme Boka, Nikonakwe, Zokalepa, vers Brecom et tout ça, tous ces établissements-là qui sont dans les bas-fonds, les élèves ne peuvent même plus aller au cours. Parce que ce sont des établissements qui sont inondés. Donc voilà comment le Togo est aujourd'hui. Voilà le vrai visage du Togo. Et les gens sont fiers de défendre ça. Aujourd'hui, avec ces inondations, il n'y a pas de différence entre les militants du NIR et les militants de l'opposition. Tous les quartiers sont inondés, y compris les militants du NIR. On m'a envoyé des photos de Agoué Kofi Panou. Ça, c'est dans la zone de Bawara. Là aussi, il y a un chantier qui est abandonné. Le chantier qui part de Kégué vers l'échangeur pour petit contournement pour sortir vers l'église catholique de Agoué à Tchanvé là-bas. C'est un chantier qui est abandonné depuis 5 ans. C'est un chantier qui passe pas loin de la maison de Bawara. Là-bas aussi, c'était devenu un fleuve, comme on a vu tout à l'heure pour payer nous. Donc, toutes les maisons qui sont là-bas sont inondées. Ça, c'est le Togo, ça. Et vous allez avoir un président qui est fier de ça, un PCE et des ministres qui sont fiers d'avoir des images comme ça. Bref, voilà ce que moi j'ai voulu partager avec vous sur la question des inondations. Je n'en dirai pas plus. Chaque année, c'est la même chose. On a les maux de tête. Et tout ça, c'est des maladies. Vous serez étonné qu'il y a le taux de décès dans les hôpitaux. Les gens vont avoir la fièvre typhoïde, toutes les maladies, les enfants vont mourir, les gens auront des AVC. Mais tout ça, c'est un génocide. C'est un génocide qui se passe au Togo. Franchement. Amoko Brabé, Miamido na politique, tout ça là. Amoko le vote, ni bosso le vote, et moi qui dis, j'en ai n'est pas home. Ni bosso le vote, ni n'y a pas le Agbavi, Agbata, et moi pe, agito gomme, Sobosito, Jack Blekuto, fier m'y a tout là à home. Et moi qui dis, m'y a roulé l'eau. Vous allez passer par bout pour rentrer dans vos maisons. C'est pour ça que quand on dit il faut s'intéresser à la gestion des affaires publiques, voilà les résultats. Tout le monde doit s'intéresser à la gestion des affaires publiques. Parce que vous payez des impôts. Même si vous êtes en Europe ou vous avez une maison au Togo, vous payez des impôts. Vous payez l'électricité, vous payez l'eau, vous payez la connexion Internet. Et quand vous rentrez au Togo, vous avez le droit d'avoir des routes qui sont bien faites pour rentrer dans vos maisons. Voilà l'état de notre pays. Nous avons une capitale où 80% des rues ne sont pas goudronnées, ne sont pas, je ne sais pas, pavées. Donc quand il pleut, c'est la croix et la bannière. Vous prenez des quartiers comme Baguida, Agbata, Agbavi, Omdo et moi, les quartiers Omeo. Et pourtant, Baguida fut une capitale du Togo. Baguida qui est au bord de la mer, qui a une position de station balnéaire, on peut le dire ainsi, où il y a les plus belles villas du Togo. Aucune rue à Baguida
n'est goudronnée. Baguida, qui était la première capitale, je ne sais pas, du Togo, aucune rue à Baguida n'est goudronnée. Aucune rue n'est goudronnée à Baguida. À part la nationale qui va vers le Bénin, aucune rue à Baguida n'est goudronnée. Nous avons fêté 66 ans après les indépendances. Bientôt, dans quelques semaines, aucune rue à Baguida n'est goudronnée. Et moi, les Baguida, qu'on n'a pas pavé à le goudron. Baguida, vous avez les meilleures maisons qui sont là-bas. Mais attendez, mais c'est quand même incroyable. C'est quand même incroyable. C'est quand même incroyable. Enfin, bon, je ne sais pas ce qu'il faut encore dire. Vous avez des dirigeants incompétents, sans vision, totalement incompétents, qui sont même, c'est-à-dire qui n'ont plus rien à proposer aux Togolais. Je vous assure que l'année prochaine, ça serait pire que cette année. L'année prochaine, ça serait encore pire que l'année prochaine. C'est comme ça qu'on va évoluer de dégâts en dégâts. Avant, ce n'était pas comme ça. Mais quand ils ont trouvé les solutions approximatives de mettre des retenues d'eau dans les quartiers, voilà les dégâts. Les quartiers qui n'étaient pas inondés il y a des années sont aujourd'hui sous l'eau. Donc, les gens ont travaillé pendant des années, sont allés faire des prêts pour construire des maisons et ils ne peuvent pas vivre dedans. À mauvais au prêt, pendant des années, pendant 20 ans, 30 ans, au prêt, c'est pas possible ça. Et ça, c'est la faute aux dirigeants. Donc, les histoires on met les sachets dans les caniveaux, ça c'est pour se dédouaner. L'assainissement, c'est l'État qui organise l'assainissement. Et l'assainissement, ce n'est pas que seulement les eaux pluviales, c'est les eaux usées, les déchets et tout ça. Et assainir, c'est collecter l'eau, traiter l'eau et évacuer. Assainir, c'est collecter, évacuer, traiter. Ou, je ne sais pas, collecter, traiter, évacuer. Ça, c'est l'assainissement, ça. Donc, ça nécessite des ouvrages de drainage de l'eau, des canalisations. Et puis, Lomé, c'est une petite ville quand même. Ça, c'est le bilan de Fond Yacimbe, ça. Enfin, moi, on en a marre d'en parler. Bon, ça, c'est la page des inondations. J'ai dit que le live ne serait pas long aujourd'hui.